Tu penses qu'il y a une volonté de t'intimider ou simplement de te censurer ? Je pense que c'est l'exemple. Je suis le maître étalon. Il y a une liberté d'expression totale en France. La limite, c'est Dieudonné. Voilà. Et donc, dire aux autres, attention, Dieudonné, tu te dieudonnises. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs récemment à quelques humoristes, dont Blanche Gardin. Eh oui, parce que tu as vu ce qu'elle a dit cette semaine, qu'elle avait même dû trouver un autre appartement. Donc ça va très loin. Ah bah toi, financièrement, elle est acculée. Hein, c'est une exécution publique. Je suis devenu une légende, c'est-à-dire c'est presque un fantôme. Je n'existe plus, mais je suis omniprésent. Et donc les gens prennent des photos, ils sont contents, Moi je suis des extrêmes, parce que je pense que la justice elle est extrême, la vérité elle est extrême. Donc moi je serais plutôt LFI RN. Voilà. Et si ces deux-là arrivaient à se rassembler, là, j'y retournerai voter pour ces gens-là. Tu as vu la polémique qui touche Brigitte Macron cette semaine. Elle a été voir Harry Habitant en spectacle et puis elle a dit voilà, que si jamais il y avait des féministes qui débarquaient, elle les ferait... enfin, je ne sais plus le terme exact, on peut le retrouver sur les réseaux sociaux, en les traitant de salconnes, je crois. Elle a traité les féministes de salconnes. Moi, je trouve que je suis d'accord avec elle. We're gonna take on the world. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Incorrectibles. Alors mon invité de ce soir est désormais artiste peintre, mais depuis plusieurs années, il est aussi devenu une figure que les autorités cherchent à faire taire à chacun de ses spectacles, puisque vous l'avez compris, c'était un petit peu ironique. Il est aussi humoriste. À chacun de ses spectacles, arrêtés préfectoraux, pression administrative, dispositifs policiers impressionnant. Malgré cela, il continue de créer, d'exposer donc, de monter sur scène avec des représentations qui suscitent autant l'adhésion que la division. Avec cet invité, nous allons interroger les limites actuelles de la liberté d'expression, le rôle du pouvoir et l'état de notre justice. Il était déjà venu dans les Incorrectibles, c'était il y a un peu plus d'un an, mais l'actualité m'a obligé, en tout cas par rapport à la ligne éditoriale des Incorrectibles, qui est une émission qui défend la liberté d'expression. Il était plus que normal de le réinviter. Il est donc de retour avec nous ce soir. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Eric. Merci pour l'invitation. Dans un costume complètement différent, hein, puisque je suis vraiment peintre. Et ben voilà, c'est ça. Donc un petit côté d'ailleurs très... Ouais, et je commence à chercher mon... j'aurai demain une blouse blanche, enfin bon, parce que c'est vrai que maintenant je travaille tous les jours à la peinture, c'est extraordinaire. Bon, cela dit, mon bracelet électronique m'a aidé, hein, puisque je suis à domicile et que j'ai eu beaucoup de temps pour pouvoir créer. Je vais exposer 70 toiles à peu près. Alors, la particularité, c'est un genre nouveau, c'est l'art administratif. Tu vois, parce que tu l'as bien dit, je suis même le révélateur chimique de la censure et de l'interdiction en termes artistiques. Et enfin, dans le domaine de l'artistique. Et donc, par la force des choses, j'ai été poussé, puisque tu le disais quand même, c'est exceptionnel ce qui m'est arrivé. Les arrêtés, voilà. Ouais, c'est important. Mais là, ils sont arrivés au bout. Alors, je sais pas si tu as des questions là-dessus, mais j'en ai beaucoup. Ouais, ils sont arrivés jusqu'à m'interpeller sur scène, c'était au mois d'août, et de me saisir mon matériel son c'était au mois de septembre. Donc je suis arrivé, on me retire mon micro, on m'interdit, bon voilà, j'arrive au bout. Et là, maintenant, place à la peinture, place à l'art administratif, où je vais coucher sur cette toile, donc tous ces matériaux qui ont jalonné mon parcours. Alors on va en parler si tu veux bien, mais avant cela, j'aimerais quand même qu'on revienne justement à cette situation par rapport justement à la liberté d'expression et à ces empêchements que tu as continuellement de te produire sur scène. Hein. Donc Dieudonné censuré, voilà la première partie de l'émission que j'aimerais qu'on aborde. Quand l'humour est criminalisé, tes dates donc s'enchaînent, les arrêtés préfectoraux qui vont avec aussi. À chaque fois, ce sont plusieurs dizaines de policiers qui sont mobilisés pour te faire interdire. Alors c'est vrai qu'au-delà de ce que tu représentes, c'est vrai que moi-même, à titre personnel, je m'en suis ému sur X. Je me demande si c'est quand même en 2025 la priorité que d'envoyer une trentaine de policiers pour interdire a priori, c'est-à-dire avant
que tu te produises des spectacles donc d'un humoriste, quel qu'il soit. Donc, première question, comment tu vis d'abord personnellement ces répétitions d'interdiction ? Ça devient complètement illégal, complètement farfelu, fou, puisque, je vais préciser ce que tu viens de dire, c'est en plus dans des espaces privés, c'est-à-dire chez les gens. Dans un endroit où, normalement... Est-ce que tu es acculé à ça ? C'est ça, tu peux peux plus trouver... Oui, parce que les autres ont peur, et je les comprends. C'est-à-dire qu'ils ont peur d'avoir après... Aucune salle parisienne ne te... Là, de toute façon, à Paris, c'est pas possible, puisque je suis, au moment où on parle, interdit, donc, d'expression scénique, puisque je suis allé devant le tribunal administratif pour savoir si, comme j'étais interdit en tant que comédien, metteur en scène et auteur, est-ce que l'auteur de peinture était aussi concerné. Le juge m'a dit non. Donc, bon, pour la peinture, mais voilà. Mais pour ce qui est donc d'être sur scène et de faire un spectacle humoristique, non. Tu n'as pas le droit. Je n'ai pas le droit. Et de mes peintures et commenter mes peintures, là, on va le savoir, parce que là, exposition, et est-ce que le commentaire de mes œuvres va être accepté ou non, ça, je le saurai. Tu penses qu'il y a une volonté de t'intimider ou simplement de te censurer ? Je pense que c'est l'exemple. Je suis le maître étalon. Il y a une liberté d'expression totale en France. La limite, c'est Dieudonné. Voilà. Et donc, dire aux autres, attention, Dieudonné, tu te dieudonnises. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs récemment à quelques humoristes, dont Blanche Gardin. Eh oui, parce que tu as vu ce qu'elle a dit cette semaine, qu'elle avait même dû trouver un autre appartement. Donc ça va très loin. Toi, financièrement, elle est acculée. C'est une exécution publique. Alors moi, ça s'est fait beaucoup plus lentement. Toi, tu avais assuré tes arrières. Non, disons que ça s'est fait plus lentement. Déjà, j'avais un théâtre à l'époque. Ils ont réussi à me neutraliser. Ouais, ils ont neutralisé mon théâtre. Ils m'ont expulsé de manière illégale de ce théâtre. J'avais le fonds de commerce. Enfin bon, bref, ça a été une bataille judiciaire pendant 6 ans, 7 ans. Mais donc, pendant ce temps-là, j'ai pu commencer à m'organiser. Et c'est vrai que j'ai créé un écosystème qui me permet de ne plus avoir besoin du système médiatique, si tu veux. Alors, oui, tu as ton propre écosystème. C'est ça. Quenelle+. Dans une moindre... Enfin, ouais, j'étais avant toi. C'est vrai, tu as été un précurseur. Voilà, dans ce genre. Voilà, donc, j'ai pas besoin du système. Tu n'es même pas sur YouTube, toi. Et je suis interdit de YouTube. Ah. Interdit, banni. En 2019. Tu peux même plus du tout créer de chaîne sur YouTube. Pour l'instant, c'est interdit. Alors que mes sketchs sont utilisés par d'autres sur YouTube et monétisés. C'est-à-dire que les autres ont le droit, la preuve. Non, mais pour vous dire que il faut se concentrer sur son travail quand on est dans le cas de Blanche Gardin aujourd'hui et continuer et puis. Mais ça te fatigue ou pas ? Parce que tu dis comme Blanche Gardin, faut continuer, mais la preuve, elle, on voit qu'elle accuse le coup. Oui, toi, non, c'est fatigant. Je te trouve très combatif. Non, c'est fatigant. Soyons clairs, c'est usant. Mais t'es jamais atteint, même moralement, pour être honnête. Je dirais que moi, je suis profondément judoka, c'est-à-dire, j'ai fait ça toute ma jeunesse. L'énergie de l'autre m'aide à produire mon mouvement. Et c'est le moteur de mon mouvement. Donc, pour l'instant, je me suis toujours servi, et aujourd'hui encore, puisque j'expose les arrêtés sur lesquels je fais des choses. Donc, je me sers encore une fois de l'interdiction. Je ne suis pas dans une posture, dans une réflexion artistique. Je suis dans la réalité artistique. Et comment tu qualifies ces méthodes ? C'est la mafia. Moi, j'ai toujours dit que c'était la mafia. Il y a une mafia en France. Alors, pas d'amalgame, évidemment, parce que c'est toujours derrière ce genre de... moi, je parle du CRIF, je ne parle pas des Juifs de France. Bien au contraire. Attends, là, c'est même pas... là, faut pas être quand même parano. Ouais. C'est une décision qui vient... les préfets, c'est pas le CRIF, pardon. Alors, c'est sur demande du CRIF. Moi, j'ai les papiers, si tu veux. Le CRIF... Tu es sûr de ça ? Ah ben, je te fournirai des papiers, tu pourras les mettre au montage. Attends, tes arrêtés préfectoraux continuellement, là, oui, c'est sur impulsion du CRIF. Ah ben, ils ne s'en cachent pas, puisqu'il y a des articles où ils disent Dieudonné n'a rien à faire sur notre territoire. Donc j'ai bien compris qu'on était sur le territoire du CRIF, de la mafia du CRIF. Mais attention, qui ne représente absolument pas la communauté, nos compatriotes juifs, qui en sont les premières victimes, selon moi.
C'est une toute petite caste. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un Sicilien est Sicilien qu'il fait partie de la mafia. Il faut bien comprendre que la mafia, c'est-à-dire, il y a une sorte. Mais pardon, là encore, bon, j'entends ce que tu dis, mais un préfet, c'est un préfet de la République. Je veux dire, le CRIF ne dicte pas sa loi ou ses intentions à un préfet. Donc, si le préfet répond, pas un haut fonctionnaire, je suis d'accord. Mais au politique. Qui va au dîner annuel du CRIF? Le ministre de l'Intérieur, qui est le patron des préfets. Le préfet n'agit absolument donc pas. C'est une déduction que tu fais. Ah non, mais le préfet n'agit. Non, c'est pas une déduction. Le préfet, je le connais pas, il ne me connaît pas. Par contre, il agit sur instruction. Politique, selon toi. Non, c'est-à-dire que tous les arrêtés que j'ai, ce sont des copier-coller qui viennent du ministère de l'Intérieur. De tous les départements, c'est le même. Voilà, c'est le même. Rien ne change. Donc tout vient d'en haut. D'accord. Et c'est une instruction ministérielle qui arrive. Et voilà. Et en général, les ministres de l'Intérieur ont des carrières politiques à faire. Ils sont invités au dîner annuel du CRIF. Et pour le CRIF, je suis vraiment le symbole de ce qu'ils ne veulent plus en voir. Encore aujourd'hui? Parce que je crois que ça s'est quand même calmé avec notamment la communauté juive, mais pas le CRIF. Avec la communauté juive de France, c'est fini, il n'y a plus de problème. Je fais même des débats avec tout le monde. On a fait T'as même plus de soucis avec Elie Semoun? Non, ça va. Ouais. Il sera, d'ailleurs, il va venir lui aussi assister. Il y a quelque chose mais par contre, il y a un jusqu'au-boutisme de certains. Et concrètement, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu risques à braver ces interdits? Bon, il faut évidemment pas braver la loi, mais potentiellement, comme tu disais, tu dois ruser. C'est vrai que c'est là où c'est un petit peu, enfin, même juridiquement, parce que tu fais des référés, je suppose, tu as des avocats pour t'aider. Comment est-ce que tu... Voilà, j'avais vu cette vidéo qui a tourné, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux, où en effet, on voyait cette horde de policiers qui venaient subitement t'interrompre, et tu leur disais, ce qui est incroyable, parce qu'en général, une censure, c'est a posteriori, non pas a priori. Donc déjà, ce sont des préfets qui interdisent un spectacle, mais on n'est jamais sûr de ce que tu vas dire. Pas parce que... Donc qu'est-ce que tu as droit ou pas de dire? C'est très compliqué, parce que c'est schizophrénique. Ça pose les limites de la liberté d'expression. Le bracelet... Que tu as actuellement. Que j'ai. Si je veux travailler, donc, c'est le juge d'application des peines qui en décide. Il va faire ce qu'on appelle une modification d'horaire ou une suspension de peine le temps de travail. Donc moi, quand je me déplace en province, c'est sur autorisation du juge, qui, non pas m'autorise, mais m'ordonne, parce que c'est une ordonnance, d'aller travailler pour payer mes dettes et puis payer mes pensions et tout ça. Donc j'ai d'un côté un juge des affaires, juge, pardon, le juge de la peine, le juge des peines. Le juge, je l'ai dit, le juge d'application des peines, qui m'ordonne d'aller travailler, d'aller faire mon spectacle. Pour ton travail, c'est... Mon spectacle, le titre, Best of par exemple, tel jour, dans telle ville, donc j'ai une ordonnance judiciaire, et j'ai un interdit administratif, qui est un interdit politique. Donc c'est presque contradictoire. Mais c'est complètement contradictoire. Mais comme le judiciaire la magistrature est indépendante dans notre pays, normalement, et effectivement, là, je m'aperçois que c'est... Oui, alors, qu'est-ce que tu risques, potentiellement, si en effet... Bon. On va voir, parce que j'ai 2 convocations, là, justement, pour cette semaine, où... Tu risques pas d'aller vraiment au trou, pardon, mais à un moment donné... Non, parce que j'ai une ordonnance, encore une fois, du juge, qui me ordonne d'aller travailler dans cette ville, à telle date, et pour tel spectacle. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Avec les juges, je parle, oui. Mais, je veux dire, il va y avoir un juge qui va dire, oui, mais bon... T'as la sensation qu'on te traite comme l'ennemi public numéro 1 en France, toujours? Je crois qu'il y a quelque chose... On n'arrête pas l'artiste comme on arrête... alors, ils ont réussi avec Blanche Gardin, visiblement, puisqu'elle se plaint aujourd'hui de ne plus pouvoir vivre. Toi, on ne te fera pas taire, hein, c'est ça que tu veux dire? Quel est le message que tu veux? Non, mais moi, maintenant, je suis à la peinture. J'ai décidé de me mettre... Alors, je termine quand même ma tournée, même si c'est clandestinement, je le ferai, puisque je suis engagé jusqu'au mois de juillet. Et par contre, maintenant, je me mets dans la peinture. Je fais une exposition de peinture avec donc ces arrêtés transcendés, mis en forme, magnifiquement, je le pense, en tout cas, je l'espère, pour certains. Mais en tout cas, c'est déjà une page d'histoire. C'est unique et je suis conscient, mais encore une fois, je suis spectateur et acteur, peintre et spectateur de ma peinture.
puisqu'il est co-signé. Bon, alors raconte-nous, puisqu'on va aborder ça maintenant. Je voulais aborder un peu plus tard, mais c'est pas grave. Non, mais je suis ton... Non, mais vas-y, justement, parce que c'est vrai que ça a du sens. Ce sont des arrêtés préfectoraux que tu mets en scène, on va dire, à travers la peinture, c'est ça ? C'est ça. Mais comme tu disais, comment tu fais ? Est-ce que tu rédiges ? Est-ce que je prends ce qui peut être la tumeur cancéreuse, la boue, la merde administrative, je la prends et je la modèle. Et j'en fais une œuvre. Donc, ce qui fait que mes œuvres sont uniques parce qu'elles sont numérotées par l'État. Chaque arrêté a un numéro. Elles sont nominatives et elles sont signées par le préfet. Et j'ai une série spéciale Nunez, évidemment, notre actuel ministre. Donc, c'est extraordinaire. Un artiste sous bracelet électronique à qui on a interdit la scène fait une peinture et co-signe son œuvre avec le ministre de l'Intérieur. Ça reste amusant, ça reste artistique, ça a une performance extraordinaire. T'en as combien, 70, et puis je continue. Il n'y en aura pas, j'ai 60 ans. Mais c'est un vrai travail artistique. Hein, ça, oui, voilà, moi je les ai vus. Ouais. En photo, tu me les as envoyés là avant de venir. J'aime ce que je fais. Oui, voilà. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. C'est pas seulement un pied de nez. Tu prends du plaisir. J'ai pas triché. J'aurais pu prendre des gens qui font de la peinture, mais comme Banksy, comme pas mal d'artistes, ouais. On va dire, pas éphémères, mais en tout cas qui se servent du réel. Alors, la différence avec Banksy, qui c'est vrai crée des performances. Là, moi, je suis dans la réalité de la censure et de l'interdit. C'est pas une posture, c'est pas une réflexion. Je montre la réalité. C'est une œuvre une œuvre historique, du fait que liberté, égalité, fraternité cachait du représentant de l'État, et en même temps, moi, ce que j'ai pu y ajouter, on est de quelque chose d'absolument unique. Pour ça, Banksy, j'aime beaucoup, mais on est dans la performance encore. On est dans la dénonciation. Là, c'est l'art administratif, c'est la réalité. Et ça n'est que le début de cette grande séquence qui s'ouvre, de ce genre artistique, pictural, de l'art administratif, parce que ça ouvre tout. Donc c'est pas qu'une parenthèse, tu as vraiment envie de... on va faire une galerie en ligne, là. On va vraiment dire que tu deviens artiste peintre. Ah oui, je le suis. Oui, par la force, puisque les œuvres sont déjà... Il y en a déjà qui sont vendues, donc je suis... À quel prix, par exemple ? Tu as déjà une cote ou pas ? Pour l'instant, Alors, ça, c'est un vrai sujet, on va en parler après. La cote. La valeur à donner à un objet, et notamment à un artiste. Moi, c'est ma signature, évidemment, et mon parcours. Puis ça va être numéroté. Enfin, je suppose que tout est numéroté, tout est... Non, mais tu vas en faire une limitée, de manière une collection. Il y a une partie illimitée avec Nunez. Donc là, je vais faire des t-shirts, je vais faire des chaussettes, des caleçons. Et puis une partie vraiment œuvre unique, artistique, avec tous les préfets et avec le numéro de chaque... J'en ai plus d'une centaine. Donc, mais voilà, il n'y en aura pas non plus... Alors, moi, ne connaissant rien à ce milieu-là, combien ça vaut une toile de ma propre personne ? C'est mon histoire, quand même. J'ai mis aussi une goutte de mon sang sur chacune de mes signatures, parce que c'est ma peau qui est là, c'est toute mon histoire, c'est 30 ans d'un lynchage ininterrompu, quand même. Et c'est le bout, l'apogée de cette aventure, c'est cette toile, que les gens pourront avoir chez eux. Et... il n'y a pas de prix, en réalité. Donc ça coûte pour moi. Mais là, si on veut en acheter... je pense moi, à mon avis, ça va se doubler. Il y a des prix quand même. Enfin, oui, on va certainement... Il y a plusieurs... alors, j'ai rencontré pas mal de gens de ce métier-là. Bon, le problème de la toile, c'est que c'est une niche fiscale. Donc, c'est une magouille, c'est du blanchiment d'argent, cet espace-là. Hein, c'est exempté de pas mal d'impôts. Aucune obligation déclarative. Sur les plus-values, il n'y en a pas. Tu n'es pas obligé de déclarer ce que tu as. Enfin bon, c'est du jamais vu. Enfin, c'est un placement beaucoup plus intéressant que l'or. C'était Laurent Fabius à l'époque qui avait... Oui, en 82 ou 84, je ne sais plus. Et il avait effectivement... c'était exempté de pas mal. Ce qui était quand même un peu spécial, puisqu'il était lui-même fils d'antiquaire. Bon. Mais en tout cas, pourquoi les gens les plus riches de France ont tous leur galerie c'est essentiellement parce que ils n'ont aucune. Il y a un vrai sujet. Ils n'ont aucune obligation déclarative. Et donc, on l'a vu avec Guéant d'ailleurs, quand il a fallu s'acheter un appart, il a sorti de croûte, tiens, hop, il s'est retrouvé dans son grenier. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'obligation déclarative. Et donc, moi, ça va être la même chose. Les toiles de Dieudonné, donc il fallait commencer.
Donc moi j'ai une cote. Enfin, c'est pas qu'un business, t'as une vraie, là tu nous le dis, t'as une vraie adhésion et affection par rapport à cette nouvelle C'est ça. Non, mais il faut pas. Moi j'ai aucune. Tu fais pas pour l'argent au départ. Ah non, Voilà. pas du tout. Voilà. Ben, j'y suis parce que j'y suis obligé. Tu m'aurais posé la question il y a 6 mois, jamais je t'aurais dit je pourrais être peintre. Mais c'est en découvrant ce milieu-là, déjà je vois que c'est déjà un milieu incroyable. Et tu vas être accueilli, tu penses, dans ce milieu? Ah mais j'ai pas besoin, moi j'ai déjà les gens qui veulent acheter, j'ai pas besoin de ce milieu-là. Ouais, voilà. J'ai pas besoin d'aller à Drouot pour avoir une cote. Là, on a 3 jours pour lancer cette opération. C'est plein. C'est 900 personnes sur les 3 jours. Dans une galerie, on est obligé de limiter parce que il faut savoir que une exposition d'artistes contemporains en France qui se lance avec tous les moyens de l'État et tout ça, si tu arrives à regrouper 200 personnes, c'est déjà bien dans ta salle. Toi. Donc là, on est vraiment c'est un phénomène qui est au carrefour de plusieurs courants artistiques et je suis très content parce que mon parcours m'a conduit sans le savoir jusque-là. Parce que c'est vraiment au confluent de tout ce que j'ai pu faire et ça va être extraordinaire. Et puis, quant à rougir, si j'ai une cote entre, je sais pas, 3 000 et 30 000 ou 50 000 euros. Mais c'est vrai que ton nom, peut-être que dans 30 ans... J'ai 60 ans, je vais mourir dans je sais pas combien de temps. Je veux dire, il est évident que cette histoire de censure restera. Et donc, que la trace... c'est intéressant ça. Ouais, quelle trace tu penses laisser après ta... des vidéos. La plupart des gens que je croise dans la rue disent « Ah, putain, je suis avec mon fils, je regarde les vidéos tous les soirs. » C'est ça, moi, c'est mon quotidien, il est là. C'est-à-dire que les gens me regardent sur YouTube, mais j'ai pas de compte YouTube et on m'interdit. Et là, je vais arriver avec les peintures à... moi, j'ai un Dieudo chez moi. Voilà. Comme un Picasso, on dirait. Ouais. Alors... Tu penses vraiment que ça va prendre peut-être... Je pense que Picasso, c'est magnifique. Non, mais moi, c'est une autre histoire. Je suis un nègre, en plus. C'est une autre histoire. Il y a mon sang sur cette toile. Donc c'est un combat il n'a pas vécu cette censure. Il n'a pas cette histoire. Moi, ce tableau, quand les gens vont l'avoir chez eux, c'est les gens vont dire ça y est, il se prend pour Picasso maintenant. Ah, surtout pas. Non, mais Picasso avait un talent énorme. C'est un peintre de naissance. Mais par contre, il n'avait pas mon histoire. Quand tu achètes un Picasso, tu achètes un mec qui a fait une performance technique et avec clairement une inspiration. Mais moi, c'est encore plus. C'est-à-dire, moi, c'est toute une histoire. C'est pas une imagination, l'arrêter. C'est l'arrêter. Et on m'a arrêté sur scène. On m'a dit, tu sors de scène. On m'a pris mon micro. Voilà. Et donc l'arrêté, il est là, on le voit. Et puis, il y a ce que j'ai fait autour. Et cet objet-là, non seulement il est unique, moi je pense qu'il... T'as déjà eu un retour de personnes qui travaillent dans le milieu de l'art? Il y a une personne qui veut tout m'acheter déjà. Pour te donner un peu. Mais moi je ne fais pas partie de ce milieu-là. Donc j'ai dit, non, je veux voir... Il y a quelqu'un qui t'a proposé d'acheter? Moi j'achète tout. Mais j'ai dit non, je suis pas un mec qui bosse dans son atelier et puis il y a un marchand qui... Non. C'est marrant, on se souvient de Bansky qui avait... C'est incroyable, tu sais, sur les quais, qui avait proposé à 30 € un truc qui aujourd'hui en vaut une fortune, qui avait permis comme ça à des gens... C'est ce que je... mais bon, tu vois, indépendamment des choses, il a glissé, il est dans le système maintenant. Ce peintre. Parce qu'on ne sait pas très bien qui c'est d'ailleurs. Voilà, c'est ça, il y a un mystère. Mais en tout cas... moi, on sait qui je suis. Voilà, on sait qui je suis. On connaît mon histoire, et c'est vrai. C'est-à-dire, quand on parle de censure, en France, en 2025, c'est Dieu donné. Il n'y a pas d'autre... Ce que j'ai vécu, personne ne l'a vécu. Et c'est l'État qui a validé avec l'arrêté. Et là-dessus, je fais... Donc, celui qui va acquérir cette toile a une page de l'histoire de France. Alors, on va dire, toi, tu vends bien ton truc. Non, c'est la vérité. Après, moi, j'étais prêt à continuer à faire le spectacle où on foutait de devenir millionnaire en vendant des peintures. Je m'en fous, mais ça pourrait arriver très vite, c'est vrai. Et ça serait une quenelle. Tu t'imagines, toi, à chaque fois qu'ils me font un arrêté, alors ça, je vais le vendre 30 000 balles. Ça, c'est magnifique. Au-delà de l'argent, puisque je sais vivre, moi, avec mon spectacle. Bon, c'est interdit. Mais là, là, en me faisant des arrêtés, à chaque fois, ils me font gagner au loto. Donc, qu'est-ce que je te dis ? On ne peut pas faire mieux. Parce qu'effectivement, c'est unique. Et aucune autre œuvre n'est validée,
estampillé, tamponné, numéroté par l'État. Il n'y a pas. Alors en plus, ce qui est dingue, c'est que pour revenir donc à l'origine de toute cette exposition et de ces arrêtés, il y a même eu récemment, enfin tu as publié une vidéo mais qui est un peu ancienne parce que vous avez l'air d'être plutôt dans une température un peu moins fraîche qu'aujourd'hui, tu avais publié une vidéo où un préfet se déplaçait en personne Ça c'était intéressant. pour te remettre en main propre donc un arrêté qui t'interdisait de jouer ton spectacle. Explique-nous un peu comment c'est passé, parce que c'est rarissime ça. Enfin, C'était unique. Normalement, ils ne se déplacent pas. Même les commandants de gendarmerie, ils envoient les... Je pense qu'il avait... il savait que ça allait être filmé. Il savait que c'était une instruction ministérielle. Donc c'était où, quand ? C'était quoi C'était en septembre ? Je crois, de mémoire, ça devait être vers Reims, ou peut-être dans ce coin-là. Et c'était quand, à peu près ? C'était en septembre. Et je crois qu'il s'est dit... Mais on va me remarquer, ça va partir donc, sur Internet. Donc, tu n'avais pas prévenu, il arrive... Il a su qu'il était filmé et tout ça. Non, mais il arrive, évidemment, il ne te prévient pas. Non, il ne te prévient pas. Et tu vois quelqu'un, bonjour. Voilà, il sait qu'il est filmé. Donc, je pense que, stratégiquement, il s'est dit, c'est pas mauvais pour ma carrière. C'est pas mal. Ça va faire le buzz, je vais me faire insulter, et puis je vais dire... non, non, mais il va se faire insulter par les commentaires. Tout le monde l'insulte. Bon, je peux rien, je gère pas les commentaires. Je gère même pas la vidéo, puisque c'est... c'est un personnage public. Enfin, bref, en tout cas, ce qu'il fait... mais lui, ça lui permet d'aller voir le ministre, et que monsieur le ministre, regardez, je insulté. Je me suis déplacé, vraiment. Mais je veux dire, à ces moments-là, justement, ce qui est d'ailleurs à quand même relevé, encore une fois, moi, je considère qu'au-delà même de toi, c'est un sujet beaucoup plus vaste. J'en parlais d'ailleurs même avec Gilbert Collard récemment, en disant que voilà, je trouvais que c'était étonnant qu'aucun grand avocat ne s'empare de ta situation, parce que, voilà, encore une fois, c'est comme, si j'osais une comparaison, mais tu vas peut-être le prendre mal, mais Vergès avec un grand criminel, enfin, ou qui aurait voulu aller défendre une cause quasiment perdue, mais voilà, je suis étonné que personne, ou pas beaucoup, est-ce qu'il y a des gens qui en coulisses te manifestent du soutien ? Beaucoup quand même. Mais mais tu réagis comment quand tu vois ce préfet ? À chaque fois, oui, ce que je disais donc à relever, tu ne t'énerves pas. Non. Je vais te dire... On sortait dans un spectacle qui avait quand même... T'étais pas loin, en disant, fois, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, dites-moi. Oui, parce que le problème, c'est qu'ils savent pas ce qu'ils font. Ils me disent ce qui est interdit. Alors, je dis, oui, mais moi, j'ai un jugement qui m'ordonne de venir travailler. Donc, et alors, ils me disent, mais... Mais là, tu joues sur le truc. Tu vois bien que c'est par rapport à la liberté d'expression. Si demain, tu vas travailler à l'usine, ils t'emmerderont pas. Si c'est pour faire un spectacle, là, ils te disent clairement... Oui, mais c'est mon boulot, moi. C'est mon travail depuis 30 ans. C'est mon travail, c'est l'usine. C'est mon usine à moi. Tu vois, c'est ce que je fais, c'est ce qui me permet de nourrir ma famille. Donc, c'est quelque chose de concret. Tu vois, et donc, ça, ils l'acceptent. Je suis autorisé à être là. Ils considèrent ton usine que c'est une usine de fabrication de bombes nucléaires, quoi. Voilà, ils disent, bon, maintenant, vous arrêtez de vous parler. C'est la première fois qu'on demande à quelqu'un, quoi que tu aies à dire, tu ne parles plus. Tu te tais. Voilà, tu te tais. Et donc, je fais de la peinture. Avec vos arrêtés. Voilà. Et on verra la semaine prochaine comment le résultat de tout ça. Mais je crois qu'effectivement, c'est... beaucoup me disent « Ah, c'est très intelligent ». Je dis « Non, c'est des choses naturelles. Ça se fait naturellement. Il n'y a pas de... » La liberté, alors encore une fois, puisque c'est vraiment le sujet majeur de cette émission, et puis je te dis de ce que tu vis, la liberté d'expression, est-ce qu'elle a d'abord, selon toi, une limite ? Et laquelle ? Tu vois, je recevais Éric Zemmour il y a très peu de temps, comme quoi, tu vois, on peut passer d'Éric Zemmour à Dieudonné dans cette émission, et c'est, je crois, ce qui fait son succès. Tu vois, par exemple, Éric Zemmour, il me disait la semaine dernière que lui, il était pour une liberté d'expression totale. Mais j'aurais aimé qu'il soit en face de moi pour me le dire. Alors, comment se fait-il que lui, il a été condamné aussi, lui, il puisse encore s'exprimer un peu partout, et moi pas ? Moi, j'aurais plein de choses à lui dire, à Éric Zemmour. Je veux dire, c'est très intéressant. Grand défenseur de la culture chrétienne, c'est extraordinaire. Je trouve que c'est magnifique, quoi. Moi, je suis chrétien, j'aimerais lui parler de Jésus-Christ, voir un peu ce qu'il en pense. Voilà, dans la liberté d'expression totale. Éric, qu'est-ce que tu penses ? Jésus, c'est qui ? Mais tu salues cette... Ah, mais moi, je déteste pas Zemmour. Mais c'est juste qu'il est, pour moi, c'est faux. Il est autorisé, Zemmour. Il n'est pas interdit. C'est pas vrai. On n'est pas au même niveau. Lui, il est encore, si tu veux, il joue
dans ce petit milieu policé, il joue la racaille. Mais il est dans le système. C'est un homme du système. Il a grandi dans le système et il vit dans ce système. C'est très facile de neutraliser un Zemmour. Hein. Je veux dire, tu lui coupes le robinet de sa banque, tu lui fourbes ses assurances et machin. Il n'y a plus d'Éric Zemmour. Parce que comment il faut qu'il aille après sur le terrain. Il faut qu'il aille. Voilà. Ça, Zemmour, c'est un. Toi, t'as été. Voilà, ta banque, elle t'a. Plus de banque, plus d'assurance, contrôles fiscaux sur toute ma famille. J'ai tout eu. Je connais tout. Je connais tout le parcours. Et je peux te dire qu'Éric Zemmour, il n'est pas passé par là. Éric Zemmour, c'est un rappeur. Non, quelque part, c'est un rappeur. C'est faux. Même s'il commence à y avoir des vrais rappeurs, là, qui commencent à sortir. Mais bon, c'est du showbiz, quoi. C'est showbiz, Zemmour. Sans faire le Henri Chapier des temps modernes, ça m'intéresse quand même de te parler un peu maintenant de politique, mais pas au sens où on l'entend pour te demander de me donner ton opinion à proprement parler, mais c'est vrai qu'on a du mal quand même à te situer, quoi. Parce que c'est vrai que tu viens de la gauche, tu étais pote de Jean-Marie Le Pen, tu le sais, adulé par une certaine partie de la population, notamment d'origine immigrée, et puis en même temps, voilà, est-ce que tu dois même déstabiliser des gens qui continuent, je te le disais, voilà, dans la communauté musulmane, t'es un héros pour beaucoup, et t'es chrétien, pote, je le disais, de Jean-Marie Le Pen, voilà, comment tu comprends que ça peut quand même déstabiliser beaucoup de gens? Après, moi, je suis un artiste. Mais t'es éclectique, c'est ça? Ouais, je suis un artiste et je commente mon époque. Je fais des peintures maintenant. Politiquement. Tu situes où, voilà? Oh, moi, je suis dans les. T'es français, non, t'es dans ton cœur, dans ta. Ah ouais, non, j'adore la France et j'adore le peuple français, ça c'est certain. Que j'ai découvert profondément pendant le mouvement des Gilets jaunes où on s'est retrouvés sur les carrefours. Voilà, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Il n'y a pas de religion, il n'y a rien. Là, je connais la France. T'avais été accueilli, là. C'est pas comme Billard, non, parce que lui, il avait été exfiltré. Toi, les gens te manifestaient. Et moi, je suis des extrêmes. Parce que je pense que la justice, elle est extrême. La vérité, elle est extrême. Donc moi, je serais plutôt LFI, RN. Voilà. Et si ces deux-là arrivaient à se rassembler, là, j'y retournerais voter pour ces gens-là. Mais maintenant, j'ai pas. En fait, je suis contre le centre, l'extrême centre du pouvoir, la mafia. Je suis pour ceux qui sont en périphérie, qui ne bouffent que les miettes pour l'instant, qui n'ont pas les grosses parts de gâteau. Et voilà, le jour où ils auront la part de gâteau, certainement je serai pour les autres. Mais en tout cas, je suis pour les. Ceux qui sont exclus à l'origine, c'est ça. Oui, que tu veux je dire. suis pour ceux qui sont ostracisés par les médias. Donc le RN. Mais en gros, s'il y avait un second LFI. tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, tu te situes où? Ben déjà, j'aurais gagné. Quoi qu'il arrive. Et puis, après, entre les deux, ce serait très difficile. J'aurais préféré Jean-Marie Le Pen. Parce que, quand même, il était plus prudent sur les sujets les plus sensibles. Là c'est trop le baissage de froc me paraît trop sur des grands sujets. Parce que t'es le fruit de ce métissage. Ouais. Ah ben moi, donc, le jour où il y a le Mélenchon ou Le Pen, j'ai l'impression qu'on va changer de monde. Ouais. Là, il va se passer quelque chose. Mais ils me traitent d'antisémite, les filles. Alors, je te dis. Et le RN, ils me traitent de rien. Ils sont plus respectueux quand même. Mais LFI, c'est vrai que... Alors que, comme tu le disais... Mélenchon, tu le connaissais ou pas? Non, j'aurais bien fait une discussion avec lui. Bah, Jean-Luc, si tu nous écoutes. Ouais, je pense que ça aurait été intéressant. Tu crois qu'il accepterait? Ben lui, il fait de la politique, alors je sais pas trop, peut-être qu'il a peur. Moi, je suis un artiste, mais en tout cas, oui, je pense que là, avant les élections... Je pense que ça pourrait être le... Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui votent RN, qui, s'il osait un petit peu, pourrait... il arrête d'être trop... Mais enfin, en tout cas, qu'il soit comme il est, que Marine soit comme elle est, et puis qu'à un moment donné, les Français ne leur laissent pas le choix, en fait. C'est-à-dire... voilà. T'en oublies un, là. Qui? Jordan Bardella. Ah non, je crois pas.
Bon, Ah bon, si Marine Le Pen est déclarée inéligible, c'est Jordan Bardella qui y va. moi, je crois que c'est... Et dans les sondages, il est à 36%. Je pense que c'est Jean-Luc Mélenchon qui récupérera. Ben oui, parce que c'est la contestation. Il fait trop lisse. Il fait pas assez de vécu. On peut penser, je peux me tromper, mais qu'il fait complètement partie de ce système. C'est ça son problème. Que Marine, elle s'est quand même pris des baffes dans la gueule. Ça épaissit son cuir et ça lui donne un crédit. Et Mélenchon aussi. Il se fait bien cracher à la gueule aussi. Donc les deux, si je peux les aider à se rencontrer, parce que là, ils passeraient tout de suite. C'est ça qui serait marrant. Une majorité absolue à l'Assemblée. Après, ouais, mais ça serait pas cohérent. Il faut être... L'artiste, c'est ça l'avantage qu'il a par rapport aux autres, il ose. Des choses que... Alors, peut-être trop, parfois. Blanche Gardin, par exemple, là, tu l'avais soutenue d'ailleurs la dernière fois. Je continue à la soutenir. Mais c'est elle a peur parce je crois qu'elle est elle croit qu'elle est de gauche. Un artiste, il est ni de gauche ni de droite, quoi. Il est dans l'extrême. D'ailleurs, moi, je comprends pas. Moi, ce qui me fait peur, c'est Macron, c'est le PS, c'est le LR, tout ça. Oh là là. En plus, ils se foutent tellement de la gueule du monde que ça se voit quand même. C'est évident. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas leur laisser les choix aux politiques. Je veux dire, voilà, nous on veut un gouvernement avec Marine Le Pen et Mélenchon. Voilà. Et on vous emmerde. Et si vous n'êtes pas content, c'est les Français qui vous le demandent. Alors pour revenir à ma question, à laquelle tu n'as pas répondu, je parlais donc de la liberté d'expression. Pour qu'on arrive à te comprendre. Donc là, je comprends un peu mieux ta position, on va dire, bien que ce soit pas simple en effet c'est artistique, recevoir, c'est une voilà. posture. Mais comme tu fais tellement peur à plein de gens, encore aujourd'hui, c'est vrai que à chaque fois, moi, on a des discussions avec mon équipe à chaque fois qu'on prévoit de te recevoir, et c'est vrai que tu es imprévisible aussi, c'est ça qui fait, je pense, ton succès et la raison pour laquelle beaucoup de gens t'apprécient. Ce que j'aimerais comprendre, puisque tu fais tellement peur quand tu ouvres ta bouche, c'est quoi pour toi la liberté d'expression ? Est-ce qu'elle a une limite ou finalement il n'y en a pas du tout ? C'est une carotte, la liberté d'expression qui nous est proposée par la démocratie. Liberté, égalité, fraternité, droit de l'homme, mon cul sur la commode. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de liberté d'expression. La liberté, c'est l'argent et c'est les armes. Et c'est tout. C'est ceux qui... Tu t'interdis rien en termes de... Moi, je fais rire. Donc, si on n'a plus le droit de faire rire, je fais une peinture. C'est vrai que tu avais fait des sketchs, notamment sur le cancer, qui est, moi, à titre personnel, comme beaucoup de familles, on a été touchés par cette saloperie. Et malgré tout, je me suis surpris à en rire. Et c'est vrai que, si... et si ça me des fait proches pas rire, pareils, quand ils parlaient... Et si ça n'a pas fait rire certains, vraiment, j'en suis désolé. Mais moi, ça m'a aidé à traverser cette épreuve, parce que j'ai été touché, comme tout le monde, indirectement par une personne qui était très proche. Ça m'a aidé à avancer. L'artiste, il incarne pas la raison. Hein. Il est pas... pourquoi je te demande ça ? Parce que, pardon encore de t'interrompre, mais des proches, est-ce qu'aujourd'hui, il subirait le même sort que toi ? Déjà, il est blanc. Donc, je sais pas. Donc, tu penses qu'il y a une forme de racisme de ce côté-là ? J'en suis certain. Le CRIF est raciste. Ça, c'est certain. Oui, mais tu vois, encore ça à l'aune du CRIF. Et tu penses que, si t'es aujourd'hui des proches, le CRIF l'attaquerait pas ? Non, mais pourquoi je dis le CRIF ? Parce que c'est eux qui ont été le plus virulents. Ils m'ont menacé de mort. Ils ont systématiquement... Mais il suffit d'aller dans les médias, taper Dieudo, le CRIF, interdiction, et puis tu vois tout. À chaque fois, ils sont à l'origine des arrêtés, des... je sais pas quoi... Enfin, c'est hallucinant. Et cette association est très puissante, puisqu'elle convoque tous les politiques tous les ans. Donc qu'est-ce qu'elle fait là ? Il faut démanteler cette association. C'est primordial. Elle est en train de tuer la culture française, parce qu'en plus, ils ont des goûts de chiottes. C'est de la merde, ce qu'ils font. Et en plus de ça, il suffit de voir ce qu'on a à la télé. Le niveau, comment il a baissé, mais c'est incroyable. Faut pas rêver, c'est du copinage de gens du CRIF, c'est tout. Les médias, tu es bien placé pour le savoir, mais tu pourras peut-être pas le dire avec la même liberté que moi. C'est la même chose. C'est du copinage de gens incompétents, qui n'ont pas de talent et qui tirent tout vers le bas. Et la France, qui est le pays
le plus raffiné culturellement, c'est incroyable ce qu'ils ont fait en 2-3 décennies. Ils ont détruit culturellement la France. Enfin, maintenant, t'as un compétiteur, parce qu'il y a un mec qui, dans les médias, quand même, suscite une image, c'est Bolloré, quoi. Enfin, tout le monde tire à boulet rouge. Il y a une commission d'enquête, là, ça n'a rien à voir, mais on parle de médias. Il y a une commission d'enquête au moment même où on se parle, qui va durer jusqu'en, je crois, janvier-février, sur le service public. Quel regard tu as, justement, sur, au-delà du niveau, sur le plan idéologique, Alors, sur le service public. public. Bolloré, je le connais pas, mais... Il est breton, comme toi. Ouais, en plus, ça pourrait être amusant qu'ils viennent donc dans la galerie Kervreis, là. Et ça serait bien. On le regarde sur CNews que tu as. Ouais, Bolloré, il faut discuter, moi je le connais pas. J'ai absolument aucun a priori. Il fait péter les digues, hein, au moins. Ouais, maintenant, voilà. Au Cameroun, il a quelques trucs derrière. Non, mais en France, alors, c'est ça surtout. Voilà. Mais et encore, au Cameroun, je serais même prêt à discuter avec lui, savoir comment il a envisagé les choses. Bien sûr qu'il y a eu un pillage des matières premières, bien sûr, mais bien sûr qu'il y a la corruption là-bas et il a été obligé aussi de payer des gens, parce que c'est comme ça. Là-bas, c'est comme ça. Donc lui reprocher aujourd'hui, dans toute l'Afrique d'ailleurs. Oui, mais là, lui reprocher ce genre de choses, c'est pas honnête. Faut être clair. Par contre, d'avoir profité, oui, ça c'est une évidence. Il a profité des marchés africains. Pourquoi je te dis ça? Parce que on voit, alors au-delà, c'est marrant que tu en parles, parce que il y a eu toutes ces émissions, complément d'enquête, cache investigation. On a l'impression, il y a eu un complément d'enquête sur CNews, il y a eu un cache investigation sur Bernard Arnault. Bon, évidemment, c'est milliardaire, voilà, c'est normal que, voilà, qu'il puisse de temps en temps faire l'objet de peut-être reportages, mais on a l'impression que c'est tout le temps, c'est vrai, quand même à charge. Et Bolloré, par rapport à la liberté d'expression, c'est là où c'est un petit peu complexe. On peut pas en même temps d'un côté dire la liberté d'expression, elle me plaît quand c'est la mienne, et puis quand c'est l'autre, En tout cas, Bolloré ne m'a pas donné la parole. T'es jamais invité, oui. Non. Ouais. Donc, il est, de mon point de vue, quand même le système. Maintenant, s'il ouvrait les portes et il voulait discuter, peut-être que justement le monde de l'art, ça va être un point de rencontre, puisque je pense qu'ils sont tous intéressés fiscalement, ces gens-là. Donc France Télé, pareil, plus jamais d'invitation, plus rien. Il n'y a plus rien. France Télé, tout ce qui est administratif, ouais. tout ce qui est... Il faut bien comprendre que... Je pensais quand même que tu es passé chez Guillaume Play. Moi, je pensais, c'est à la suite de ça, d'ailleurs, j'avais confessé que je t'avais invité à la suite de ça. Je pensais, pour être tout à fait honnête, que depuis un an, j'ai encore l'impression quand même que tu es tout près de revenir dans le game, comme on dit. Non, mais je pense que j'ai jamais été aussi près. Eh oui, mais c'est toujours pas le cas. Et Moon, vous arrêtez pas l'un et l'autre. Il revient, on se voit. Mais je pense que c'est tout près. Mais évidemment, plus c'est tout près, et plus ceux qui veulent pas que ça se fasse sont actifs. Et disent non, mais vous êtes fous. Billard, il voulait faire un truc. C'est tout près. C'est tout près. Ah oui, mais donc c'est tout près. Là, il manquerait juste une petite collaboration artistique avec d'autres. Mais tu crois pas qu'en faisant justement ce que je t'ai dit, même hors antenne, c'est vrai que j'ai parfois l'impression, peut-être à tort, que tu ne parles que d'un sujet en permanence. Ouais, le CRIF, machin. Non, mais là, tu crois pas que tu te rajoutes une... Non, mais là, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Il faut sortir. Mais le problème, c'est que mes interdictions, elles sont... à la demande de. Donc je suis quand même bien obligé à un moment donné d'en parler. T'as combien de procès sur la gueule en ce moment? Non, j'en ai plus trop. Ah, t'en as plus trop. J'en ai plus trop. Il n'y a plus qu'un. Et le dernier procès, c'est racisme anti-noir. Donc c'est quand même assez amusant. Non. Donc ouais. Parce que j'aurais dit, c'est à une personne que à la fin de l'histoire, ça restera une pauvre négresse. Et bref. Mais bon, sortir de cette... Et de ce moment de procédure judiciaire. C'est quand même assez humain ce qu'on te reproche à toi d'être... Ouais. Là, ça serait extraordinaire d'être accusé de racisme anti-noir. Mais enfin bon, je suis... Mais c'est vrai que c'est quand même hallucinant, en effet, que tu sois attaqué pour cette raison, vu, en effet, ton identité et ce que tu représentes. Pour continuer sur ce principe un petit peu de la liberté d'expression dont on parlait, qu'est-ce que tu penses justement du grand remplacement dont parle tant Éric Zemmour et qui semble de plus en plus être au cœur des discussions, puisque en effet... Je rigole parce que sur scène, j'en parle un peu. C'est incroyable. Le problème, c'est que c'est mathématique. C'est que... On parle beaucoup de la fin de la civilisation européenne. Oui, Donald Trump a dit que dans 20 ans, c'en était fini. Mais c'est mathématique. C'est-à-dire,
En Afrique, les gens se reproduisent et en France, Ce que dit Laurent Alexandre, d'ailleurs. les gens s'enculent. Certains vont dire ça. Mais voilà, je trouve que c'est un peu exagéré. Mais enfin, on est dans un contexte un peu humoristique. Et c'est vrai que ça pose un véritable problème logique. C'est-à-dire, C'est-à-dire que c'est le nombre qui, inévitablement, fait que demain, tu penses que la France, elle... l'humanité, c'est qui doit parler au nom de l'humanité? Un groupe de 10 ou les milliards qui sont à côté? Je veux dire, c'est tout, c'est terminé. Et Poutine a parfaitement résumé ça avec les C'est BRICS. terminé, tu veux dire c'est terminé, Mais c'est terminé. pour l'homme blanc, par exemple? Non, il va évoluer. Moi, au Cameroun, il y a plein de gens qui viennent de France. À chaque fois, je les vois, des Bretons souvent, dans des cafés, ils montent des restaurants, parce que là, Il n'y en a pas beaucoup quand même. Entre nous. beaucoup. De plus, au Maroc, n'en parlons même pas. En Bretons. fait, les gens bougent. Ouais, mais les gens bougent en fait. Les gens évoluent parce qu'ils ne se plaisent plus ici. Ça ne correspond plus à leur nature. Alors le blanc, il va bouger. Il va Donc, changer. tu valides quelque part l'analyse d'Éric Zemmour, qui est un grand remplacement qui va se faire de manière logique. automatique. Mais logique par la procréation. C'est-à-dire, ici, on est en train de savoir s'il y a un enfant de 12 ans, on peut lui changer son sexe. Et là-bas, tu as des enfants de 12 ans qui sont enceintes. Donc tu vois, c'est pas du tout la même façon de... Alors, peut-être que c'est trop jeune, là-bas, d'être enceinte. Peut-être qu'ici, c'est peut-être... Mais en tout cas, à terme, c'est eux qui vont arriver ici. C'est normal. C'est pas... Et d'ailleurs, de plus en plus de gens... Parce que Zemmour défend une civilisation judéo-chrétienne. Déjà, il faudra qu'il m'explique ce que ça veut dire, déjà. C'est blanc et chrétien, la France. C'est pas judéo-chrétien. C'est pas... Alors, c'est autre chose. Israël, c'est judéo. Mais la France, c'est chrétien. C'est pas islamo-chrétien. C'est chrétien. C'est pas... Voilà. Et le Christ, c'est Notre-Dame. C'est les églises. C'est cette inspiration et qu'on retrouve dans la culture. Et c'est aussi beau que la culture orientale et donc ça devrait musulmane. aussi toucher, puisque, bon, on va pas faire Et plus juive longtemps aussi, sur culture Éric juive qui est Zemmour, magnifique. mais il dit que la civilisation chrétienne est en danger de mort. Ben de quoi je me mêle? J'ai envie de lui dire. De quoi Ouais, je me mêle, il a le droit de Zemmour. s'exprimer aussi sur ce sujet. Pourquoi pas? Il pourrait... Pourquoi pas? Mais tu t'inquiètes pas de la société musulmane. Pourquoi, Éric? Parle de ce que tu connais, de ton inspiration. Est-ce que ton inspiration, c'est le Christ, Jésus-Christ? C'est ça ton inspiration? On peut en parler. Qu'est-ce qu'il évoque pour toi? Qu'est-ce que cette vie? Qu'est-ce que le Mais pardon? tu veux dire que parce qu'il est de confession juive, il ne pourrait pas s'exprimer sur il la pourrait situation... devenir chrétien s'il le voulait. Oui, ça c'est... Mais donc il est pas chrétien. Ouais, Donc je veux dire, de quoi je me mêle? Je veux dire, les chrétiens, ils sont assez grands pour choisir leur civilisation. Enfin, voilà. Une civilisation chrétienne, c'est chrétienne. C'est des valeurs d'amour, de pardon. C'est une histoire, le don de soi, de Mais tu Christ. penses que dans 20 ans, alors pour reprendre donc ces sujets, donc c'est pour revenir à Donald Trump et Elon Musk qui ont quand même lâché cette bombe en disant que cette civilisation européenne, dans 20 ans, elle n'existerait plus. Tu penses qu'il y a qui dans 20 ans en Europe, toi? Alors, il faut Je pense savoir, que la religion pourrait éventuellement devenir... est-ce que c'est ethnique ou est-ce que c'est religieux? C'est la question que C'est je ça pose. le truc. Parce que Je pense que l'islam, on le voit, le maire de New York est de confession musulmane. En Angleterre, ça bouge aussi beaucoup. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, la religion musulmane peut prendre de plus en plus... le curé de ma paroisse est d'origine d'Afrique centrale. Beaucoup, de plus en plus, de gens dans l'église chrétienne viennent d'Afrique, de prêtres. Donc, si c'est... Qu'est-ce que sera la France ou la culture? Je ne sais pas, mais j'espère qu'elle restera chrétienne, cette France. Ouais. C'est tout ce que je peux espérer. Ou même, je vais te dire, plus j'avance, qu'elle redevienne chrétienne. Parce que j'ai l'impression qu'une autre religion s'est immiscée et essaye de... Donc Quoi, c'est la religion juive qui est la mère de tous les maux? Non, c'est pas du tout la religion juive. C'est l'argent, la finance, voilà. Et ceux qui détiennent, effectivement, c'est une mafia, mais qui ne représente pas du tout les juifs. Ils sont juifs, pour la plupart. Les Rothschild, les Soros, mais ils ne représentent pas les juifs. C'est important de le préciser. C'est la mafia, c'est-à-dire les gens les plus sombres, les plus... alors, il y a peut-être des gens très bien chez les Rothschild ou chez les Soros, hein, encore une fois, mais
l'œuvre qui a été accomplie jusqu'à présent est une œuvre de destruction de l'Europe. C'est évident. Ça te choque qu'on puisse plus souhaiter Joyeux Noël, par exemple? Il paraît que il y a même des gens qui disent, enfin, on va continuer de le faire, mais ce que je veux dire, il y a des gens qui appellent, non, il faut dire Joyeuse Fête, il faut plus dire Joyeux Noël, il faut virer les crèches des mairies. Toi, t'es pour que les crèches puissent être toujours exposées. Moi, je suis pour que Jésus revienne. Moi, je remplace, que Jésus revienne et remplace les valeurs de la franc-maçonnerie et tout ça. Hein. Que je trouve. T'es pas franc-maçon non plus. Ah non. Mais en fait, il y a des gens très bien là aussi dans la franc-maçonnerie. Mais je trouve que c'est une pâle copie des valeurs chrétiennes, fausses, vérolées. Ça n'existe pas, ce qu'ils racontent. La vérité n'est pas là. Et je crois qu'ils sont perdus. Et je pense qu'il faut qu'ils reviennent à leur origine, qui est la vraie culture chrétienne. C'est ressentir à travers leurs pensées cet amour du Christ. Et là, je pense on l'a vu d'ailleurs à l'inauguration de Notre-Dame, où c'était vomitif. C'est incroyable. Il n'y a aucun moment dans le discours, il y a de référence à Marie, à Jésus. C'est incroyable, c'est hallucinant. On est loin, ils sont perdus. Et ils en sont arrivés à ne plus savoir qui est un homme, qui est une femme, à réinventer, à se prendre pour Dieu. Tiens, sans aucune transition, enfin, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire, sinon les gens vont... Voilà, fait penser, je ne sais pas pourquoi, à Brigitte Macron. Tu as vu la polémique qui touche Brigitte Macron cette semaine. Elle a été voir Harry Habitant en spectacle, et puis elle a dit voilà, que si jamais il y avait des féministes qui débarquaient, elle les ferait... enfin, je ne sais plus le terme exact, on peut le retrouver sur les réseaux sociaux, en les traitant de sale conne, je crois. Comment tu as réagi? Bon, c'était une conversation privée, il faut quand même le dire, c'était dans les loges. Il y avait Harry Habitant, d'ailleurs... Elle a traité les féministes de sale conne. Je trouve que je suis d'accord avec elle. Je trouve que... Après, ouais, je trouve qu'elle a raison. Non, mais parce qu'il y a aussi des sales connes là-dedans. En effet, Harry Habitant a eu d'ailleurs un non-lieu. Alors là, ce que je trouve incroyable, c'est que lui, on l'autorise à venir jouer dans des salles et pas moi. Ça, je trouve ça incroyable. Oui, mais lui, la justice l'a pas condamné au final. C'est ça, peut-être la différence. Moi, j'ai violé personne. Enfin, il n'y a même pas eu de soupçon de quoi que ce soit. Bah oui, mais lui, il a eu un non-lieu. Oui, mais je veux dire, avoir été soupçonné de... pendant 4 ans, ça a été compliqué pour lui. Oui, et avoir fait des mauvaises blagues, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est pas le même niveau de gravité. Voilà. Enfin, t'es pas traité de la même façon. Voilà. Quand je vois ça, je dis, putain, j'aurais dû violer les gens, putain, qu'est-ce que je me suis fait. Non, mais encore une fois, la justice dit qu'il n'a pas, puisqu'il y a eu un non-lieu, donc, sous-entendu, on met les compteurs à zéro. Ouais. Alors que toi, il y a des gens qui vont dire... Non, mais il y a des gens qui vont peut-être dire, Dieudonné, c'est différent, parce qu'il a été condamné. Lui, il a vraiment fait des mauvaises blagues, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Mais... Voilà, les mauvaises blagues, qui décident que ce sont des mauvaises blagues? Ouais, puis qui t'es pas obligé de les écouter. J'imagine que dans un cadre d'agression, t'es quand même obligé de les subir. Alors, moi surtout, là, en plus, ça va nous ramener à notre sujet, voilà, dont tu viens, donc le domaine de l'humour. Et c'est vrai que, avec le recul quand bien même, parce que personnellement, je te l'avais déjà dit, ce sketch chez Fogiel, j'avais moi-même, à titre perso, pas trouvé drôle. Mais, alors que, par ailleurs, tu sais très bien l'estime que je te porte par rapport à l'humour, et que je suis pas le seul, tout le monde s'accorde à dire que t'étais peut-être... sans doute toujours, pour beaucoup, le meilleur d'entre eux, comme on dirait d'Alain Juppé. Voilà, c'est vrai que ce que tu avais dit à l'époque chez Fogiel, moi, ce que je me dis juste, c'est aujourd'hui, quand je vois toute la clique d'humoristes de mes deux, là, sur France Inter, qui sont aujourd'hui sur Radio Nova, moi, j'aimerais bien que là, pour le coup, on ne peut pas les suspecter d'être de droite, eux, ou d'être des fachos, ou d'extrémistes de droite, mais enfin, eux, pour le coup, ça passe crème, quoi. Et ils ont été, pour moi... beaucoup plus loin que toi, le Guillaume Meurice sur le prépuce, je sais pas, t'avais une solidarité d'humoriste, mais enfin, lui, pour le coup, Mathieu Pigasse, il le reprend sur Nova. Toi, Mathieu Pigasse, est-ce qu'il te propose de venir sur Radio Nova? Non. Tu vois de qui je parle, Mathieu Pigasse? Oui, enfin, de nom, un de ces milliardaires, voilà, qui a Media One, d'ailleurs, un groupe incroyable, qui produit C'est à vous, qui a... Voilà, ils sont parisiens, c'est pas la France non plus, hein, c'est un petit milieu... Enfin, il y en a qui vont beaucoup plus loin que toi et qui ont été beaucoup plus loin que toi. Alors, depuis le 7 octobre, j'ai envie de dire, voilà, il y avait c'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai... Là, on a l'impression que c'est limite autorisé. J'ai rencontré, côtoyé des gens vraiment
qui les ont identifiés comme étant infréquentables. Je trouve d'ailleurs pas drôle, Guillaume Meurice, entre nous, ça m'a pas fait plus rire. Mais je le connais pas, en fait. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais, mais lui, juste eu cette blague. Bon, il a été viré de France Inter. Mais tu sais, ça va vite. Moi, ça fait 40 ans que je fais ça maintenant. Et crois-moi bien que ça va très vite. Ces gens-là, ils passent, puis ils disparaissent aussi vite. Moi, j'ai traversé toutes ces époques et j'ai vu ces étoiles filantes là, comme ça. Puis ça part vite. Moi, je suis d'une génération et des carrières comme Bigard ou comme des laborieux, tu sais, des agriculteurs du rire, quoi, qui vont au plus loin. C'est pas pareil. Tu penses toujours que tu peux revenir au niveau que tu as connu ? Au niveau de l'humour, là, je parle. Du succès que t'avais. Je pense que là, si je prends un peu de distance avec la peinture, tranquillement, et que je fais quelque chose qui m'intéresse aussi, je pourrais revenir, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est comme un T'en as l'envie encore ou pas ? Le sport de... Ah bah oui, moi je joue tous les week-ends. Hein. Mais est-ce que tu as envie de la grande salle, du Zénith Pour moi, une grande salle ou un bus, c'est pareil. Je prends le même plaisir à être là devant les gens. Mais après, c'est vrai que je pense que pour le jubilé, ça serait bien qu'il y ait d'inviter d'autres gens, d'autres artistes, faire des trucs, voilà. Donc, ça serait bien dans une grande salle, surtout qu'on la remplirait très vite, très facilement. Oui, parce que c'est toujours... c'est ça qui est la grande différence avec ces artistes d'État qui remplissent pas, enfin, parce qu'ils n'intéressent personne. Les salles sont remplies avec coups de comité d'entreprise. Les gens viennent voir ces spectacles, ils savent même pas... Ah, c'est lui ? Ah, d'accord. Parce qu'on leur a offert sa place... Tout est payé par un système en interne. Enfin, c'est le monde du spectacle et le succès dans le monde du spectacle, c'est faux. C'est-à-dire, il y a des gens, on crée des succès, ils ont rempli un Zénith. Ah bon, je connais pas. Ouais, mais je cherche pas. Comité d'entreprise, des salles, les sponsors, les trucs, ils achètent des places, les gens arrivent, ils regardent ça. Puis il y a aussi des vrais succès par Internet, et puis qui durent très peu de temps. Et puis de durer 40 ans dans le rire. On n'est pas nombreux. Hein. Bon, est-ce que tu as acheté le livre de Nicolas Sarkozy, Journal d'un prisonnier ? Non, mais j'aimerais bien le rencontrer, discuter avec lui. Même si, l'affaire Kadhafi et tout, j'étais sous les bombes, moi, en 2011, les bombes de l'OTAN en Libye, à côté du colonel Kadhafi. On était un groupe d'artistes africains, en fait. On disait stop au bombardement de l'Afrique par l'OTAN, stop, ça suffit, on ne veut plus revivre ça. Et puis il suffit de voir ce que ça a donné d'ailleurs. Pourquoi tu aimerais le rencontrer ? Ça serait expérience de vie parce que je trouve que c'est très sur le plan artistique, son parcours il est intéressant. C'est de président à la tôle, c'est intéressant. Alors lui, il fait un bouquin, je pense un peu vite. Il aurait peut-être pu prendre le temps mais il a peut-être un projet, il veut peut-être revenir aussi, je sais pas. Mais en tout cas, ça donne envie de lui parler, son histoire, son parcours. Tu veux dire maintenant qu'il est un petit peu à terre ? Je sais pas s'il est à terre, je sais pas, parce que je pense qu'il a été, mais il ne doit plus l'être. Enfin, il y a encore des procès qui arrivent. Mais c'est comme Marine Le Pen qui est inéligible. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, c'est le gouvernement des juges, là. Moi, j'étais sur le mur des cons du syndicat de la magistrature, à côté de Nicolas Sarkozy, et de Marine Le Pen, d'ailleurs. Donc, identifié comme un con par le syndicat de la magistrature. Par ce gouvernement, quoi, qui font la politique, maintenant. Qui vont jusqu'à me foutre en tôle Nicolas Sarkozy. C'est quand même extraordinaire. Mais cela dit, moi, ils m'ont pas foutu en tôle, parce que bon, c'est quand même moins... C'est des sketchs, encore. Mais lui... Pourquoi lui ? Pourquoi pas Hollande ? Pourquoi pas Macron ? Tu considères que Nicolas Sarkozy, il est un petit peu aujourd'hui un résistant face à sa condamnation. Il y va fort dans certaines parties de son livre. Il parle d'ailleurs de certains journalistes comme des militants, à l'image de Patrick Cohen. Est-ce que tu partages ce regard là-dessus avec lui au moins ? Est-ce que tu considères qu'il y a des journalistes qui sont des vrais militants ? Je pense que c'est un homme de réseau qui a fait tout un tas de trucs. Il était vraiment insupportable, certainement. Mais là, c'est un être humain et donc il est dans un moment de vie qui est intéressant et faudra voir quelle direction il prend. Mais toute son histoire, son côté matérialiste, là,
J'espère pour lui que ça lui est passé et que maintenant, voilà, on aurait plus envie d'entendre quelqu'un sur la nature humaine, sur avoir connu le pouvoir. Et c'est pour ça que je te retourne aussi. Pourquoi toi, t'as pas eu envie un jour d'écrire, tu écris, mais un livre sur, j'ai envie de dire, ce que tu as vécu, là, voilà. Ouais, ben là, si j'arrête doucement, donc 2026, les spectacles, fin 2026, de savoir, ouais, je pense que avec un recul, justement, presque un regard meurtri, mais sur 40 ans, tu le disais, c'est de traverser, ce passage. Oui, je pense dans le moment de transmission, puisque j'ai quand même 8 gosses, et donc on en parle, mais le moment de transmission, oui, il arrive, de toute façon, fatalement. Mais je suis encore sur scène. Donc, tu considères que tu es un symbole ou pas aujourd'hui de quelque chose ? Ah oui, c'est certain. Et c'est pas moi, j'ai fabriqué une partie de ce symbole, mais ça se fabrique pas tout seul, c'est aussi l'environnement qui font qu'à un moment donné, que tu deviens ton histoire devient particulière et devient, aujourd'hui, on peut difficilement aborder la question de la liberté d'expression chez les humoristes sans arriver à moi. Je suis très, très au-dessus de tous les autres, en termes d'interdiction et de censure. C'est du jamais vu. Bon. Qu'est-ce que tu en retires ? Est-ce qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire paradoxalement, des choses positives que tu as retirées de cette mise au banc ? Que du positif, parce que je pense que mon œuvre s'est nourrie de cela, et ça m'a relié aussi, si tu veux, à mon histoire, à mes racines. Là, je suis dans une galerie bretonne, ma mère est bretonne, puis mes racines noires, africaines, parce que ce qui m'arrive, c'est l'histoire d'un peuple. Pour un chrétien, c'est le chemin de croix. Et qui porte la croix du Christ aujourd'hui dans le monde ? C'est ces populations les plus pauvres, Jésus le disait, qui sont là, ces populations noires qui partent. Jésus, sur le Golgotha, il a été aidé par une personne, un noir. On porte avec lui cette croix, voilà, on la porte. Donc moi, je suis chrétien et je porte cette croix, voilà. Tu pries beaucoup ? Oui, tous les jours. Bon, enfin, je pense que après, il y a des gens qui se disent non-croyants et que je trouve plus proches de moi et plus chrétiens que certains chrétiens. Donc oui. Il y a des gens qui vont à la messe et qui toute la semaine font mais il y a oui, c'est ça. C'est en cela que Jésus, pour moi, c'est la liberté. C'est la liberté. Il nous libère et il nous offre l'éternité. Et donc c'est drôle de voir que les populations les plus pauvres du monde, les populations noires, sont attentives à cette parole, quoi. Est-ce qu'au final, cette situation limite de martyr, elle te sert pas aujourd'hui, même dans ton nouvel art ? Ah bah c'est sûr que. Tu vois, mais il faut survivre. C'est-à-dire, c'est facile. Si j'étais plus là, si j'étais dépressif, si j'étais drogué ou si j'étais, tu me dirais, ah ouais, finalement, ça t'a servi ou pas ? Non, ça m'a pas servi. Demande à Palmotte si ça lui a servi sa notoriété.